Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Victoria. J'ai le plaisir donc de te recevoir et merci d'avoir accepté l'invitation pour cette interview sur la chaîne de l'ESNA. Alors, tu es dirigeante d'un cabinet vétérinaire sur Yverdon-les-Bains en Suisse, donc qui s'appelle Vet Équilibre. Et je suis vraiment très honorée de ta présence sur l'ESNA. Je vais te laisser la parole pour que tu puisses te présenter à notre communauté et ensuite on abordera donc le sujet de notre interview que nous avons décidé finalement ensemble de traiter et qui est le consentement éclairé dans la médecine vétérinaire. Merci beaucoup, Carmen. Alors, ravie d'être là et puis merci pour l'invitation aussi. C'est un plaisir et un honneur aussi que je suis quelque part reconnue par la naturopathie animale aussi. Donc, merci. Donc, voilà, je suis vétérinaire. J'ai fait mes études en Angleterre. Je suis anglaise à la base. Donc, je suis diplômée de Royal Veterinary College à Londres en 2007. Et puis, je suis arrivée en Suisse en 2011. Euh, à la base au début de ma carrière, j'étais beaucoup plus sur l'axis académie. Et Mhm, donc, du coup, à ce titre, j'avais fait un internat en médecine équine, mhm, suivi par 3 ans de doctorat en biomécanique et imagerie. Et c'était vers la fin des 3 ans que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas forcément ce qui me plaisait. mhm, Et j'ai eu l'opportunité, j'ai vu une poste comme conseil vétérinaire chez les FEI, donc Fédération équestre internationale, avec but pour moi, c'était plutôt protéger les chevaux qui participent aux compétitions au niveau international. Et donc, avec ça, j'ai eu le chance aussi de participer aux Jeux olympiques à Londres, plusieurs champions du monde. Et c'est là que j'ai vu plusieurs chevaux qui ont été traités par l'acupuncture. Je d'accord. ne connaissais absolument rien sur l'acupuncture. La médecine alternative, je me souviens de zéro cours à ce sujet pendant mes études. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais apprendre ça. Et un peu au hasard, sincèrement. Ça, oui. J'ai eu la chance, parce que je ne savais pas à ce moment-là qu'on avait l'acupuncture plus allopathique, entre guillemets, Mhm, et la vraie médecine chinoise où on pratique l'acupuncture selon la médecine traditionnelle oui. chinoise. Et heureusement, je suis tombée sur une formation de médecine traditionnelle chinoise. Et c'est là que toute ma vie a changé. Toutes les choses que j'ai apprises à l'école vétérinaire, la prof, je me souviens très bien comme c'était hier, c'était en 2014, elle a dit, on doit arrêter de donner les croquettes aux chiens, aux chats, sont trop chauds, sont trop transformés, c'est pas bien. Et puis j'étais là, mais comment on va nourrir nos animaux? Je comprenais pas, je comprenais absolument pas. Et donc maintenant, 10 ans plus tard, bon, ça fait déjà un moment, j'ai exactement le même discours pour les mêmes raisons. Je suis totalement convaincue. Mais c'est-à-dire, c'est vraiment changé ma vie au niveau professionnel et au titre privé. Ça a changé mon regard envers tout, vraiment. Donc, grâce à la médecine chinoise et Et, une et certaine grâce côté, au hasard, le hasard qui fait bien les choses. la vie, la vie, tout à fait. Donc, suite à ça, étant en Suisse à ce moment-là, je ne parlais pas super bien français, donc j'ai clairement encore l'accent. Donc, du coup, j'ai pris des cours de français, j'ai travaillé dans quelques cabinets dans la région lausannoise. Et puis, à un moment donné, je voulais plus aller dans le sens qui me tenait au cœur par rapport à l'acupuncture et la médecine chinoise. Et du coup, j'ai décidé de lancer mon propre cabinet. Mhm, Il se trouve à Yverdon, où je pratique, moi je l'appelle plutôt la médecine holistique et intégrative. J'appuie beaucoup sur la médecine chinoise, évidemment, parce que c'est quelque chose, j'ai le plus d'expérience avec, je comprends le mieux, mais de plus en plus, j'ajoute les autres modalités. Je suis beaucoup de formations, je suis membre de l'association de médecine vétérinaire holistique aux États-Unis. Donc, j'ai un super réseau de vétérinaires qui sont
de même optique que moi, et puis j'apprends tous les jours. Et ce dernier temps, je suis en train de terminer une formation de chiropraxie aussi, Mhm. qui va bien complémenter quelque part le doctorat en biomécanique que j'avais fait à l'époque. Donc, Très bien. voilà où je suis aujourd'hui. Au même titre, je suis responsable de communication pour l'Association européenne de médecine traditionnelle chinoise vétérinaire Mhm. et aussi Board of Director pour l'Association mondiale depuis peu. Donc, je participe dans le sens de la médecine vétérinaire chinoise au niveau mondial et puis essayer de partager le message et puis aussi aider non seulement mes patients, les propriétaires des animaux, les gardiens des animaux, mais aussi mes collègues vétérinaires de comprendre un petit peu, mais qu'est-ce que c'est euh, cette médecine et comment, quelles sont les études qui mettent en valeur, qui montrent bien que en fait, ça fonctionne, Ouais, même donc, si je le vois tous les jours. Et donc, plus récemment, ben, j'ai lancé l'année passée un site web Dea Victoria vétérinaire holistique, donc deavictoria.vet. Et mon but là, c'est de partager les informations avec le public, mm, les responsables des animaux, de les informer vis-à-vis des options de médecine alternative mm. holistique et puis les donner un certain pouvoir et compréhension quand ils vont chez le vétérinaire de comprendre certains éléments qu'on n'a peut-être pas faussement le temps d'expliquer lors d'une consultation. Mhm. Et en parallèle, j'ai une petite boutique et puis on commence à publier quelques vidéos. Et puis je propose aussi les consultations à distance pour les gens qui sont trop loin pour se rendre à Yvette. Donc Alors moi, je me voilà. demande, j'ai une question, c'est où est-ce que tu trouves le temps de faire tout ça? Parce que c'est Euh, extraordinaire. Oui, mon chéri, il n'est pas toujours très content à propos. Ah, encore une formation, encore un examen, mais non, ça va être le stress. Mais bah, je reviens à la médecine chinoise quelque part, c'est que oui, j'ai beaucoup d'objectifs, mais en même temps, je ne passe pas tous mes jours et toutes mes nuits à travailler. Je mets quand même pas mal de temps de repos, de passer avec mon chéri, avec mon chien, de faire autre chose, mais je suis passionnée par la formation. Et le jour que j'arrête de me former, vous venez plus consulter chez moi. C'est parce que voilà, ça stagne à ce moment-là. Donc, Ah ouais. ouais, c'est trop bien. De toute façon, c'est sans fin. C'est tellement immense, c'est tellement merveilleux. C'est le monde des approches naturelles. Et puis ça bouge tellement, on en apprend tellement qu'effectivement, c'est à l'infini. Et c'est pareil. Enfin, j'ai dû mettre un petit peu le frein au niveau des formations parce que c'est vrai qu'on quand on commence, bah, on a soif, on a une boulimie d'apprendre que de nouvelles choses qu'on est obligé quand même de se mettre des limites parce que sinon, bah, on y passerait tout notre temps. Et Et quand on ne se sort pas au moment donné non plus. oui, mais de toute façon, le truc, c'est quand on est passionné, ce n'est pas du travail. Donc du coup, ça Tout à prend sur fait. notre vie. Tout à fait. Mais c'est, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi la médecine. Mm, C'est parce que c'est scientifique, ça évolue tout le temps, il y a des nouveautés, alors ça peut créer problème en même temps parce qu'il y a des nouvelles études qui sortent tout le temps, mm, rester à jour sur tous les sujets, mais c'est juste impossible, donc il faut bien choisir et rester dans ce qui nous passionne aussi et puis être le meilleur qu'on peut dans les sujets qu'on a choisis. Et mm. puis bah, référer aux autres collègues qui sont plus spécialisés dans les sujets que nous, on est moins bons. Tout à fait. Et donc, ça s'appelle le partage et l'échange. Et ça, c'est très bien. Alors, merci en tout cas pour cette belle présentation et pour bah, tout ce que tu fais. Et merci d'exister tout simplement parce que t'es vraiment quelqu'un d'extraordinaire de par ce que tu nous envoies, ce que tu dégages, mais aussi tout ce que tu fais. Et le fait de pouvoir porter et partager cette bonne parole. Et d'ailleurs, voilà, c'est pour ça qu'en discutant, on se disait, j'aurais pu t'interviewer sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets, parce que tu es très actif sur les réseaux sociaux également. Mais bah, du coup, en discutant, on est venu à un consensus, c'est-à-dire aborder le thème du consentement éclairé en médecine vétérinaire, qui de toute manière regroupe beaucoup de sujets. Et donc, c'est là-dessus que j'aimerais t'entendre, c'est de savoir, voilà,
selon toi, bah, la première question, c'est qu'est-ce que ça veut dire, donc le consentement éclairé en médecine vétérinaire et comment est-ce que on peut, alors non pas le trouver, mais sous quelle forme ça se présente en fait? Oui. Alors déjà, c'est moi qui vous remercie, qui te remercie parce que et le monde qui nous écoute parce que c'est vraiment un plaisir d'être là aujourd'hui pour moi et de pouvoir partager ce sujet. Le consentement éclairé pour moi, ça fait partie de nos devoirs étant vétérinaire. C'est assez simple dans ce sens-là, mais en même temps, c'est tellement complexe parce que obtenir un consentement éclairé, ça veut dire aussi que la personne devant moi, donc mon client, est informé de toutes les options possibles entre ce qu'on appelle le gold standard, donc ce que les dernières études nous ont démontré étaient les meilleures façons de procéder en cas de pathologie ou de problème X, Mm, et tout l'autre côté de spectre, c'est de dire, bah, et si je ne fais rien, qu'est-ce qui va se passer? mm, Parce qu'il y a certains problèmes où si on ne fait rien, bah, ça peut être grave. Je pense par exemple à une infection de leptospirose. mm, C'est une bactérie, il y a des antibiotiques, bah, il faut le soigner. Il mm, faut donner les antibiotiques. Et de ne rien faire, dans le cas de leptospirose, avec les symptômes cliniques, parce qu'on peut aussi avoir une leptospirose qui est asymptomatique, mais en cas de symptômes, si on ne le traite pas, bah, il y a un fort risque qu'on va avoir les insuffisances rénales ou des autres organes et que ça peut amener l'animal à sa mort, tout mm, simplement. mm, Mais entre, voilà, on va l'hospitaliser, on va le mettre sous perfusion, on va faire et peut-être, bah voilà, j'ai pas des moyens, peut-être, parce que l'aspect financier, ça rentre toujours dans les discussions et c'est très délicat. Franchement, c'est un sujet qui est difficile pour moi aussi. mm, Mais comment on va faire entre deux côtés? Bah, trouver une solution qui convient dans le sens médical, dans le sens de propriétaire qui prend les décisions. J'utilise le mot propriétaire à ce moment-là parce que c'est cette personne qui est responsable, mm, qui décide pour son propre animal. mm. Et c'est pas évident en fait de remplir toutes les conditions pour que je suis convaincue que la personne devant moi comprend tout ce que je dis. Mm. Surtout si j'ai seulement une consultation de 10-15 minutes avec un cas qui est complexe ou plus ou moins complexe, et de le pouvoir proposer les options et le laisser le temps de réflexion sans dire, bah voilà, j'ai une prochaine consultation, il faut qu'on ait maintenant. Pour que, bah voilà, c'est une décision qui est pleinement informée par la personne devant moi qui prend la décision pour son pitié à mort à la fin, parce que les animaux aujourd'hui sont clairement les membres de famille. C'est pas juste un chat de ferme. Même Mm, les chats de ferme aujourd'hui, c'est des membres de la famille. mm. Euh, et du coup, c'est assez complexe parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui sont évoquées dans tout ça. Il y a l'aspect financier aussi. Euh, donc, ça revient à notre devoir. Mais en même temps, comment le faire? Parce qu'il faut changer la façon qu'on le présente chaque fois devant chaque personne et les situations cliniques. Donc, c'est très facile à dire, mais dans la réalité, compliqué à réaliser. Oui. Et puis, Euh, il y a le temps, c'est-à-dire que prendre le temps déjà pour le vétérinaire de s'informer, de se former justement sur ses études, sur ce qui vient de sortir, etc. Avoir le temps de pouvoir le transmettre au client pour l'informer correctement. Voici finalement la balance risque-bénéfice, hein, si on fait ci, si on fait là, etc. On va pas se mentir, ça prend énormément de temps. Euh, donc, quel est le compromis en fait? Et pourquoi c'est important quand même de le faire, même si on ne peut pas passer des heures à expliquer, il va falloir trouver des moyens mais quand même, lorsqu'on va recueillir le consentement ou la vie ou la décision, on va dire le choix de la personne, d'être sûr d'avoir en tout cas balayé les points principaux. Euh, Comment est-ce qu'un vétérinaire, enfin comment un professionnel peut procéder pour, au moment où la personne va faire son choix, eh ben, on soit sur un consentement éclairé. Déjà, la première chose, ça va dépendre de la situation. Si on est dans une situation d'urgence,
par moment, on doit prendre les décisions rapidement. Est-ce qu'on va donner de l'oxygène? Est-ce qu'on va faire une perfusion? Est-ce qu'on va injecter X? Est-ce qu'on va essayer une réanimation de patient? On n'a pas le temps de demander, donc il faut bien que vous allez chez quelqu'un de confiance ou que vous dites, bah voilà, allez sauver mon animal, mon amant. Mais dans une situation de tous les jours, on est heureusement rarement dans ce genre de situation. Donc, c'est-à-dire, on peut prendre le temps. Peut-être on ne le réalise pas lors d'une seule consultation, ou peut-être s'il y a beaucoup de questions, il faut demander une consultation prolongée et être aussi prêt à le payer parce que malheureusement, le temps a une certaine valeur et un certain coût. Mm. Euh, mais l'essence pour moi, c'est dans la communication vis-à-vis de la personne qui prend les décisions. Et il faut qu'on ait une relation de confiance, que toi, si tu viens chez moi, bah, tu peux me poser la question, mais pourquoi tu proposes ce traitement? Comment on est arrivé à ce diagnostic? Est-ce qu'il y a des autres diagnostics possibles? Quelles sont les autres options thérapeutiques aussi? Parce que par moment, malheureusement, on va un peu vite. Mm. Peut-être on dépasse les capacités de la personne devenue de le comprendre. Et puis, ce n'est pas une question d'intelligence ou d'autre, c'est juste votre amour Mm. qu'on parle. C'est tellement stressant, il y a plein d'émotions. Peut-être on est triste parce que bah, on a un diagnostic grave, peut-être on est en colère parce qu'on n'arrive pas à comprendre, ou ça va coûter trop cher, ou le prognostic est mauvais. Mm. Donc il faut vraiment qu'on puisse communiquer entre nous. Mm. C'est pas que j'ai des clients qui me disent, mais c'est vous le docteur, je fais comment? Oui. Bon, quand je suis dans ce genre de situation, je considère que c'est plus un peu le classique allopathique presque. Mm. Je dois présenter les options, donc 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, vous pensez quoi? Bah, moi, je pense que le mieux, c'est ça. Mais c'est moi qui prends les décisions. Mais en Mm. fait, non, c'est pas mon rôle de prendre les décisions. C'est ton rôle quand tu viens chez le vétérinaire de prendre la décision. Mm. Euh, donc, c'est assez difficile dans la réalité, dans ce Parce que, sens. ceci dit entre nous, ça se passe rarement comme ça quand même, hein. La réalité des choses et le but, ce n'est pas de jeter la pierre à Pierre-Paul Jacques, c'est vraiment de faire un constat. Aujourd'hui, généralement, quand on va chez des vétérinaires, alors c'est pas tout, c'est heureusement, mais généralement, c'est vrai que ce que dit le vétérinaire, c'est la parole de la Bible. Et que, bah, du coup, comme tu dis, émotionnellement parlant, on est perdu. Et que comme on n'a pas on fait les mêmes études, j'ai envie de dire, on attend du vétérinaire quelque part qu'il prenne la décision parce qu'on se dit, il sait mieux que moi. Oui, Et mais encore une fois, ça dépend des cas de figure. Alors, on est bien d'accord que pour une urgence vitale, le vétérinaire va dire, qu'est-ce qu'on fait, madame? On fait, on le fait pas. Je me suis déjà retrouvée dans ce cas-là. Ou de toute manière, oui, on n'a pas le temps de réfléchir. C'est vital. C'est oui, il faut y aller, il faut y aller. Mais c'est vrai, quand on parle de choses soit chroniques ou même aiguës, le consentement éclairé, dans ce cas de figure-là, c'est plus. Et là, du coup, bah, je vais citer quelque chose qui t'a rendu très connu sur les réseaux sociaux, qui sont tes posts sur le Librela. Tu vas nous dire ce que c'est. Mais par exemple, je pense qu'on peut, à travers cet exemple-là, vraiment illustrer dans ces cas-là, dans ce cas précis, ce que c'est, pourquoi il faut et il est indispensable d'avoir donc du coup de parler de consentement éclairé dans ce cas de figure-là. Et du coup, oui, j'introduis Librela parce qu'encore une fois, tes posts ont été partagés, repartagés sur les réseaux. Et du coup, est-ce qu'on peut à travers cet exemple-là démontrer l'importance du consentement éclairé et ne pas se dire bon bah faites ce que vous voulez, c'est vous le vétérinaire. je pense que c'est un super exemple, effectivement, parce que même si mes posts sont plutôt négatifs de manière générale vis-à-vis de Librela, parce que je parle beaucoup des effets indésirables ou les mortalités qui sont associées, typiquement, le Librela, c'est un médicament qui est autorisé pour le traitement des douleurs liées à l'arthrose chez le chien. Et puis, il y a aussi Solensia qui est l'équivalent chez le chat. Mm. Donc, il s'agit des anticorps monoclonales qui vont bloquer, en gros, la perception de douleur via le système immunitaire, pour Mm. faire ça. Et donc, si on regarde le nombre d'animaux qui souffrent d'arthrose, statistiquement, c'est le plupart de la population. Même les chiens, déjà à 3 ans, il y a plus de chiens avec les arthroses ou les changements articulaires qui sont dégénératifs que les chiens qui n'ont pas.
Donc, c'est une pathologie, si je peux le dire comme ça, parce que pour moi, en même temps, vis-à-vis de la médecine chinoise, la dégénération articulaire, ça fait partie de la vie, ça fait partie du vieillissement Mm, et d'affaiblissement quelque part de Jing ou l'essence de vie. mm, Donc, c'est normal, ça existe chez tout le monde, on va tous passer par là à un moment donné, y compris le chien-chat. Donc, on va chez le vétérinaire, un chien-chat d'un certain âge qui a un boîtier. On va faire un examen clinique, on va le palper, on va regarder, on va voir la mobilité au niveau articulaire, passive et autres. Vis-à-vis aussi de nos propres expériences d'éducation, parce que si on n'a pas quelqu'un spécialisé en orthopédie, bah, on peut tout à fait passer à côté de quelque chose. Peut-être l'animal a eu une phase aiguë et puis maintenant il présente 3 semaines plus tard et en fait ce qu'on aurait pu constater à l'époque n'est plus présent et on est dans une situation plus chronique et peut-être plus difficile de diagnostiquer avec des compensations aussi ailleurs dans le corps. Donc il faut être très bon en diagnostic mm. et si on veut parler de l'umbrella dans la réalité, il faut être sûr qu'on a les arthroses. Parce que la fiche technique, l'indication de ce médicament, c'est pour le traitement des douleurs liées à l'arthrose. Mm. Comment on peut confirmer si on a les arthroses? Bon, on suppose, parce que la plupart des patients, ils ont, à partir d'un certain âge, c'est la médecine de statistique, c'est la médecine allopathique, donc c'est tout à fait valable comme conclusion quelque part de dire, bah, tel chien, il a des arthroses. Mm. Mais on peut aussi dire, bah, il faut faire la radio, ou on va passer sur un scanner même, pour essayer de mettre en évidence qu'il y a les changements articulaires, les ostéophytes et des autres réactions qui peuvent confirmer ce diagnostic. Mais, surtout si on voit la médecine humaine, on voit pas forcément les changements sur la radio. Donc, on va faire passer tout le monde sur une IRM à 1000 ou 2000 francs ou euros. Donc, c'est pas possible pour tout le monde dans la réalité. Donc, statistiquement, ce chien, il souffre des arthroses, il a des douleurs qui sont liées. Et en fait, on ne sait rien dans la réalité, on n'a pas un diagnostic précis. Et puis, pour l'avoir, bah, il faut aller voir l'orthopédiste, il faut aller dans un centre spécialisé qui a accès à un IRM. Et il n'y en a pas 50 000. Mm. On est sur deux spectres vraiment très, très différents. Mm. Donc, le vétérinaire généraliste, bah, vous venez avec votre chien qui boite, probablement c'est les arthroses. Donc, on va dire probablement c'est les arthroses. On va tenir, mon chien, il a des arthroses. On va oublier souvent l'aspect probablement ou j'estime que ou c'est faute statistiquement, c'est ça que normalement ça doit être. Et du coup, on va discuter un traitement pour l'arthrose. Et récemment, bah, les dernières années, on a eu ce médicament miraculeux qui est sorti sur le marché. Il y a beaucoup d'animaux qui vont beaucoup mieux avec, hein, parce que c'est très efficace dans la gestion de douleur. Je ne dis pas autrement. Mm. Alors ça, je l'ai vu hein, sur beaucoup de commentaires. Où effectivement, il y a beaucoup d'humains hein, qui témoignent effectivement des effets secondaires constatés sur leurs animaux après la prise de Librela, par exemple. Mais également, il y en a qui disent, bah non, le mien, c'est la seule chose qui aujourd'hui l'aide à gérer, à supporter la douleur. Je n'ai pas constaté ces effets secondaires. Alors, il est quand même utile de rappeler que bah, les animaux, c'est comme nous, hein, on ne réagit pas tous de la même manière à un traitement qu'à l'intensité d'une douleur, etc. Mais malgré tout, tu insistes quand même sur les effets secondaires de ce traitement-là. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler, alors, bien sûr, il agit sur la douleur, il est très efficace, Oui. mais à quel prix pour les animaux, on va dire, les plus réceptifs? Oui, alors, et puis c'est là le consentement éclairé. Et j'ai eu une situation selon ma cliente, parce que je n'étais pas dans la salle de consultation avec elle et l'autre vétérinaire, mais elle est venue, voilà, je suis pas trop contente, mon chien a reçu le Librela. Euh, la vétérinaire a passé à peine 30 secondes à regarder, à déterminer que c'était les arthroses. Et puis moi, je demande, quand elle propose le Librela, est-ce qu'il y a des effets secondaires? Hmm. Et puis la vétérinaire, donc ma collègue, a répondu non. Ah. Et malheureusement, quelque part, quand le Librela et Solensi a été mis sur le marché, bah, c'était les informations
nous, on est obtenu en fait. On a les représentatifs de l'entreprise pharmaceutique, à savoir Zoetis, dans ce sens, qui viennent chez nous et qui présentent le médicament. Et puis, c'est un miracle. C'est un miracle, bah, il n'y a pas d'effet secondaire. On a fait des études avant le mise sur le marché, et puis voilà, voici ce joli produit, et puis ça coûte X. Et l'avantage, c'est qu'on va juste faire une injection une fois par mois, donc ça convient à beaucoup de monde. On va passer à côté des effets secondaires gastro-intestinaux de beaucoup des anti-inflammatoires non stéroïdiens, etc., etc. Et c'est un peu comme ça que ça a commencé à être, d'avoir beaucoup de succès. Mm, Et quelque part aussi, suite à ce succès et le fait qu'on avait plus en plus d'injections de ces médicaments, ben, on commence à constater les effets secondaires qui n'étaient pas forcément déclarés au départ, certains qui n'étaient même pas constatés mm, lorsque c'était trop clinique. Et c'est là que ça devient un petit peu compliqué parce que le temps que les fiches techniques pour le médicament soient mises à jour, bah, ça prend un certain temps. Ça prend malheureusement certains animaux qui ont subi les effets secondaires. mm, Et donc, une des choses qu'on a vues assez rapidement, et puis c'est très logique aussi dans le fonctionnement de ce médicament, c'est que pour moi, le Librela et Solensia sont complètement contre-indiqués en cas de problème neurologique. mm, Alors déjà, l'indication, c'est pas pour les problèmes neurologiques, mais le problème, c'est que si on a un peu d'arthrose au niveau des facettes vertébrales, qui fait une bon, qui élargit l'espace et puis fait une inflammation et puis une pression sur certains nerfs, ou le mot épinaire du corps, oui, on peut avoir des symptômes neurologiques qui sont confondus comme arthrose. Et puis, c'est oui, pas faux de dire que c'est une arthrose, parce que dans la réalité, c'est une arthrose des articulations facettes des vertèbres, mm, mais avec une conséquence neurologique. Et en bloquant les capacités de notre système nerveux de sentir de douleur, bah, ça peut entamer les dégradations au niveau neurologique aussi. Et donc, du coup, ce qu'on voit, c'est les chiens qui viennent incontinents ou qui viennent très faibles à l'arrière-train ou voire perdre l'utilisation des pattes postérieures. Ça, c'est un peu le classique qu'on voit, mais si on regarde un peu plus large par rapport des effets de cet anticorps monoclonal, donc le nerve growth factor, le facteur de croissance nerveuse, c'est distribué partout dans le corps et pas seulement au niveau articulaire. mm, Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi un rôle au niveau cérébral. Et donc, le fameux blood-brain barrier, donc le barrière qui maîtrise ou contrôle les molécules et les protéines et d'autres qui peuvent rentrer dans la région du cerveau, il vient moins en moins résistant et plus en plus faible avec l'âge. Ça, on voit. Et du coup, quand on va commencer à bloquer ce nerve growth factor au niveau cérébral, que la femme a dit c'est pas possible, mais avec les chiens d'études à l'époque, qui étaient plus jeunes, oui, on ne voyait pas ce genre de problème. Mais on voit les problèmes de type Alzheimer sont associés au blocage de ces facteurs de croissance mm. nerveuse. Et donc, le dysfonctionnement cognitif canine qu'on voit souvent avec l'âge peut soudainement être empiré à cause de ce blocage de facteurs de croissance nerveuse. Euh, Aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un rôle aussi au niveau gastro-intestinal. Et donc, du coup, ça peut évoquer des problèmes gastro-intestinaux parce que, de nouveau, on bloque le facteur de croissance nerveuse. Et du coup, bah, on change le fonctionnement gastro-intestinal et puis on peut évoquer les diarrhées, les vomissements et ce genre de symptômes. Oui, donc peut-être que les premiers symptômes, en tout cas, n'étaient pas liés. On ne faisait pas le lien avec l'administration du Librela. Et puis petit à petit, c'est comme ça qu'on a lié toutes ces conséquences, hein, tous ces effets secondaires à la prise de ce traitement. Mais ma question aujourd'hui, c'est moi, j'ai des chiens aujourd'hui. Si je me trouve confrontée à ça, bah, c'est vrai que j'ai pas envie de les voir souffrir. Donc, si on me dit que bah, c'est un produit qui permet de gérer la douleur, en fait, aujourd'hui, pour que je prenne ma décision, on va faire quelque chose de très factuel, de très pratique.
qu'est-ce qu'il faudrait me dire, moi, en tant que voilà, cliente, pour que moi, je puisse dire, OK, tant pis, je prends la décision, on y va, ou au contraire, bon, bah, je vais réfléchir et voir, est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Quel serait le discours que le vétérinaire devrait tenir, face à ça? Si j'imagine un exemple, c'est pas un vrai cas clinique, mais j'ai un chien de 5 ans qui a déjà été opéré de ligaments croisés, qui allait bien pendant une période, mais qui commence à boiter, surtout au foie ou quand il fait froid, Mm, euh, ou pendant une certaine période. Puis je vois le chien, et puis je sens qu'il y a des craquements, des soucis au niveau de genou. Puis je dis, bah voilà, il avait eu un problème de ligament croisé, c'était opéré, c'était bien, mais on sait qu'il y a un problème articulaire, donc c'est fort probable que ce soit les arthroses qui sont secondaires à ces problèmes d'origine. Donc c'est assez logique, c'est très connu, c'est une conséquence de ce genre de problème. Du coup, bah, ok, bah, votre chien a 5 ans, bah, moi, je peux vous proposer des options. Parce que, est-ce qu'on aimerait partir sur le Librela? Parce que c'est un bon traitement. Je suppose qu'on a des arthroses, c'est complètement indiqué dans ce genre de cas. Ou est-ce qu'on préfère partir sur les anti-inflammatoires non stéroïdiens? Qui mhm, était le traitement de choix pendant très très longtemps pour ce genre de problème, soit pendant une période courte, donc pendant quelques jours, peut-être pendant quelques semaines, ou au besoin en fonction de météo ou de l'activité physique. Ça, c'est un peu le classique que moi j'ai appris à la base. Après, si on part un petit peu plus loin, ce que je dois proposer, c'est peut-être de dire, ben, est-ce que c'est possible pour vous d'amener votre chien une fois par semaine à faire la physiothérapie? Il n'y a mhm. pas beaucoup de monde qui ont le temps ni l'argent, parlons franchement, d'aller dans ce sens d'investissement. Oui, mais Mais ça vaut quand même le coup de proposer parce que on ne sait pas. Donc, on peut très bien l'amener en disant, voilà, là, on est sur des budgets un peu plus élevés, mais il y a aussi cette alternative-là. On peut proposer. Et puis, c'est à la personne d'évaluer bah, si elle a le budget, pas le budget, de se renseigner. Mais j'estime qu'il faut quand même pouvoir le proposer et ne pas supposer que la personne n'aura peut-être pas. Donc, du coup, on va le bannir des propositions alternatives. tout à fait, la physiothérapie, malheureusement, en tout cas en Suisse, la physiothérapie rentre dans la définition de médecine alternative. Mm. Et je sais, en médecine humaine, on est un petit peu plus avancé maintenant. Il y a tellement d'études qu'on voit en mettant en place une bonne approche en physiothérapie, ben, on peut soigner pas mal de choses, éviter des rechutes de problèmes, les récidives. Donc, c'est quelque chose. En France, enfin, je trouve quand même que les vétérinaires, ils y ont recours. En tout cas, ils conseillent quand même pas mal, hein, parce que tout ce qui est problème un petit peu aussi ostéo-articulaire ou suite à une opération ou enfin une mauvaise réception suite à un saut et tout, très souvent j'entends, bah on va faire de la physiothérapie ou même ouais, enfin il y a de plus en plus de centres qui s'ouvrent qui sont très connus en France. Je trouve qu'en France, c'est quand même assez bien développé et proposé. Oui, ça commence ici, mais je trouve de ce que moi j'entends que c'est pas assez utilisé en cours, de mon point de vue. Mm. C'est là, on a beaucoup d'études scientifiques publiées qui mettent en valeur le rôle de physiothérapie. Donc, je pense que ça doit faire partie de notre discours étant vétérinaire allopathique très rapidement. Mm. C'est comment on peut éviter d'avoir besoin de passer par les médicaments dans la réalité. Oui. Et il y a toute une liste de thérapies qui sont vraiment, disons, alternatives complémentaires, que pour moi, ce n'est pas du tout le cas, évidemment, avec ma pratique, telles que l'ostéopathie, la chiropraxie, l'acupuncture, la phytothérapie, il y a la formule des plantes chinoises qui ont un effet sur le douleur aussi. Il y a des mycothérapies, la liste est tellement longue. Et puis, une des premières choses pour moi, c'est également la nutrition. Oui. Un animal qui commence à avoir mal, qui va peut-être moins utiliser sa patte, qui va entamer peut-être des pertes de muscles à cause de ça, Mm. bah, si on peut le mieux soutenir avec une bonne alimentation, avec peut-être plus de protéines que ce qui est proposé, et de protéines de bonne qualité aussi, de ce qui est Ouais. proposé, surtout dans certaines gammes de nourriture transformée, Mm. ça va tout à l'avantage d'animal. Et puis moi, je peux dire, j'avais un chien avec une myélopathie dégénérative qui a été suivi avec tout. Alors, c'est pas du tout l'arthrose, Mm. mais la physio qui voyait Buck,
me disait, mais je suis vraiment étonnée par comment il n'a pas perdu ses muscles, surtout au niveau de dos, et pourtant, ça faisait des mois qu'il n'était plus capable de marcher Mm, avec son arrière-train. Et du coup, j'estime une partie, c'était grâce à son alimentation qui l'a aidé aussi. Donc, il y a tout cet aspect-là. Euh, mais c'est mes collègues, ils ne connaissent pas qu'il y a des études. L'acupuncture, pour moi, c'est l'exemple vraiment. L'OMS est d'accord qu'aujourd'hui, dans un plan antidouleur, l'acupuncture doit faire partie. mm, En gros, et on sait que ça fonctionne. On sait très très bien. Donc, de mon point de vue, on doit aussi proposer ce genre de choses lorsqu'une consultation. Et puis, même si on ne le connaît pas, ces modalités nous-mêmes, c'est de dire, bah, écoutez, moi, je peux proposer X, Y, on peut faire une mélange, je peux vous donner les anti-inflammatoires. Euh, je vous invite d'aller chercher en Suisse, dans la région où je travaille, il y a une association qui s'appelle Paravet. mm, C'est en gros une liste de vétérinaires pratiquant la médecine alternative. Donc, allez consulter, allez demander avec une des personnes là. mm. Parce que nous, on a aussi la capacité de diagnostiquer étant vétérinaire. Et peut-être, je vais dire, bah, écoutez, c'est pas l'acupuncture qu'il faut pour ça, c'est X ou Y. Et moi, j'ai pas de souci à référer le cas, par moment même de l'envoyer vers un spécialiste en orthopédie. Parce que j'ai vu des cas aussi qui c'était raté ou je sais rien, des boiteries chroniques, et puis je l'envoie voir un orthopédiste Ouais. que le chien finit en chirurgie et puis il va très très bien après. Alors il faut faire la réhabilitation après coup, mais j'ai trouvé un moyen de vraiment soigner l'animal. Oui, mais c'est aussi le fait de pouvoir connaître un petit peu ses limites et pouvoir orienter vers des confrères, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, qui sont spécialistes, puisque bah, le généraliste hein, a ses limites également. Donc, on développera tout à l'heure, mais c'est aussi important de le souligner, c'est qu'au bout d'un moment, bah, on peut essayer des choses et être limité. Et dans ce cas-là, bah, se dire, bah voilà, je suis limité, il faut aller voir quelqu'un qui a les capacités et les études et qui est spécialisé dans tel ou tel domaine. Ouais. Et les limites peuvent être vastes. Ça peut être les limites de moi-même étant vétérinaire. Mm, Ça peut être les limites de clients qui travaillent à 100%, qui a 5 enfants, je ne sais rien, plus 3 chiens. L'idée d'aller faire les séances d'acupuncture, de physiothérapie ou d'autres, on peut mettre comme on veut dans ce sens-là, mais c'est les séances à faire de manière régulière. Peut-être pas juste tout simplement le temps de le faire mm, ou n'a pas le moyen financier, même si pour moi, j'estime que c'est toujours mieux d'investir plus au départ. J'ai de nombreux de cas avec d'arthrose qui sont en surpoids aussi, très très souvent malheureusement. Et puis, on fait un régime, on change l'alimentation, on met en place l'acupuncture, mm. on fait 5 séances et puis on espace assez rapidement les séances parce qu'on voit très rapidement une réponse positive avec l'acupuncture. Et puis du coup, bah, j'ai fini par voir le patient 2, 3 fois par an. Et puis Ouais. on peut tenir les années comme ça par moment. Donc c'est par moment on investit sur un investissement sur le court terme. Mm. Et puis du coup, bah, on peut espacer après, mais c'est pas possible pour tout le monde. Oui, c'est Et il faut travailler dans les limites dans ce sens-là. vrai. Alors, je voulais aussi parler d'un autre post qui a été très partagé récemment sur donc la surprescription, surconsommation donc d'antibiotiques qui existe aussi en médecine vétérinaire. Alors, il y a une circulaire qui est passée, que ce soit aussi bien, alors je pense que c'est au niveau européen même, concernant donc le fait de ne pas abuser de cette prescription. Donc, elle a tourné auprès de tous les médecins, mais aussi les vétérinaires, de faire vraiment attention. Alors, personnellement, je pense que c'est pas le cas. Je pense que quand même, que ce soit certains médecins, certains vétérinaires continuent de prescrire un petit peu à tout va, d'autres font un petit peu attention. Alors c'est vrai que ça ne concerne pas forcément du coup les vétérinaires holistiques ou en médecine intégrative, mais je voulais revenir sur ce post que tu as partagé récemment. Si tu peux nous parler ou nous rappeler, parce que je pense qu'aujourd'hui quand même on a accès à l'information et on nous l'a répété, les antibiotiques, c'est pas automatique. Euh,
quels sont les dangers d'une surprescription, enfin d'un abus de prescrire systématiquement pour l'organisme de l'animal, sans parler, là on ne parle pas de l'aspect financier, parce que ça aussi ça coûte de l'argent, une consultation plus des antibiotiques systématiquement, mais au niveau des organismes, quels sont les effets que, bien sûr, on peut avoir des effets très rapidement positifs, hein, en 48 heures, comme chez les humains. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'abus. Lorsqu'on abuse euh, et lorsque on prescrit, enfin, lorsque on non, parce que lorsque les vétérinaires prescrivent à tout va, quelles sont les conséquences? Quelles peuvent être les conséquences sur les animaux? Ouais, c'est quelque chose qui me passionne, que je vois très souvent aussi. Moi, j'ai beaucoup de cas chroniques qui sont prescrits les antibiotiques par mes collègues, et puis du coup, ça met un peu en question mes traitements et les choses qu'on a fait par moment pendant des mois ou des années. Mais je pense que c'est important, avant entre guillemets, critiquer l'utilisation des antibiotiques, c'est de quand même souligner que les antibiotiques sauvent la vie. Mm, En cas de surtout certaines infections sérieuses bactériennes, et puis je peux bien utiliser l'exemple de leptospirose encore une fois. C'est très, très important qu'on a les antibiotiques, et c'est très important que ces antibiotiques fonctionnent le moment dont il y a vraiment une infection bactérienne qui mérite ce genre de traitement. Et le problème avec les abus ou avec la surprescription des antibiotiques, c'est que bah, on va créer des résistances. Ce mm, qui va faire que sur le long terme, il y a un risque que certains antibiotiques vont plus fonctionner pour mon chien, pour les chiens de manière générale, ou même sur la population plus large, y compris les humains. mm. Et c'est là aussi, aujourd'hui, depuis quelques années, en Suisse, chaque fois qu'un vétérinaire prescrit un antibiotique, est obligé d'envoyer un petit rapport de l'utilisation à la Confédération, parce qu'on est suivi aujourd'hui. D'accord. En Suisse, souvent, on voit un petit frais administratif lié à ça, parce que bien sûr, c'est de pas presque encore une fois pour nous, Mm, qui prend de temps. Donc, ils essaient de nous sensibiliser de plus en plus, et je crois vraiment que c'est le cas avec mes collègues, c'est que on est plus consciente. mm, Mais on a aussi appris d'utiliser, être quelque part dépendant des antibiotiques. Et quand on ne sait pas qu'est-ce que c'est le diagnostic, c'est quelque part simple. On va donner la cortisone, ben, ça va couper toutes les inflammations et une éventuelle surréaction au niveau système immunitaire. Bah, vu qu'on a supprimé un peu le système immunitaire, il faut bien donner les antiparasitaires, il faut bien donner les antibiotiques. Comme ça, on a un peu couvert le tout et ça va bien passer. Sauf que vous allez retourner me voir dans 2, 3 semaines ou dans 2 mois, parce que le problème est de nouveau présent. Mais ça fonctionne. Sur le champ de moment, bah, vous allez chez le vétérinaire, mon chien a ce problème X, bah voilà, prenez ça, donnez ça, puis ça va mieux. mm. Ça fonctionne bien. Oui, mais souvent, bah justement, ils ne font pas le lien. Eux, c'est les humains, que en fait, au bout de 4 semaines ou un mois et demi, quand je reviens chez le vétérinaire, parce que bah, mon chien n'a plus de flore intestinale, hein, clairement, Mhm. du coup, il a développé des troubles gastro-intestinaux. Oui. Aujourd'hui, la communication, voilà, permet quand même de connaître un petit peu. Enfin, ça, ça circule. Mais souvent, bah, des personnes ne font pas le lien que c'est parce qu'il y a une prise d'antibiotiques ou un abus, ou alors ce que j'appelle un cocktail Molotov, hein, donc de mettre le vermifuge, l'antibiotique, la cortisone et hop, on donne tout ensemble. Ça, c'est sûr qu'à tous les coups, bah, ça va partir en dysbiose. Et ben, ils font pas souvent le lien. Ils se disent pas qu'il y a un lien entre... Parce que comme ça n'a pas été dans les 48 heures et que c'est survenu 4 semaines ou 6 semaines après, ils se disent pas, en fait, ça a soigné peut-être ça, mais ça a provoqué cette dysbiose-là. Euh, donc, Au pied, par moment, c'est juste cacher les symptômes temporairement, et puis on revient avec le titre encore une fois, encore une fois, encore une fois, oui, sans comprendre la racine du problème. tout à fait. Euh, donc oui, effectivement, bah, j'ai une amie qui m'a dit récemment, bah voilà, on trouve une bactérie qui pose problème.
c'est comme s'il y a une personne qui est rentrée chez toi et voler toutes les affaires, tourner la maison comme ça. Mais du coup, on va sortir et puis chaque personne qu'on voit, boum, 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 on va le tuer. Parce que comme ça, il n'y a plus rien qui peut rentrer chez moi. Je suis en sécurité. Je le trouvais génial. Mais c'est un peu ça dans la réalité. Il faut identifier la bactérie et puis, OK, il y a certains antibiotiques qui vont cibler certaines bactéries, mais aussi, il faut poser la question, est-ce que c'est la bonne stratégie à ce Oui, moment-là d'aller tuer tout le monde? ça. Et le problème de dysbiose, c'est plus en plus connu. Il y a beaucoup de recherches sur ce point-là maintenant depuis des années. Oui. Et effectivement, on voit que la prise d'un antibiotique il peut prendre des semaines, des mois, voire des années pour récupérer derrière. Mm, Donc c'est joli, on n'a plus de Clostridium difficile ou je sais rien, ou de giardiose, parce qu'en cours on voit beaucoup de prescriptions de métronidazole pour les giardioses et c'est absolument pas indiqué aujourd'hui. On sait très bien que c'est pas le métronidazole le premier traitement pour les giardioses, mm, mais je vois qu'il y a encore les collègues qui le font et j'ai vu qu'il y a bon, quelques années maintenant, peut-être 10 ans, mais le métronidazole, c'est vraiment l'antibiotique, le traitement qui va écarmer les inflammations d'estomac, intestin et traiter le dysbiose qui est la cause de problèmes gastro-intestinaux. Et mm. du coup, on va crier encore plus. Ouais, c'est ça. C'est un Mais sacré. on va bien. Les antibiotiques sont énergétiquement foie aussi et je pense qu'il y a beaucoup de réponses, même s'il n'y a pas un problème bactérien, Mm, parce que énergétiquement, on calme tout ce qui est inflammatoire avec l'énergétique des antibiotiques aussi. mm, Mais le problème, c'est vraiment le dysbiose, mais ça va encore plus loin que ça aujourd'hui. Je lis et j'entends et je participe aux conférences au sujet du microbiome intestinal. Euh, L'animal, le chien, pendant sa première année de vie, il n'a pas établi sa flore intestinale encore. Donc, une prise d'antibiotiques pendant cette période critique de vie, mm, où il va sûrement manger je ne sais pas quoi d'or, c'est pour une raison, d'ailleurs. mm, Le prise d'antibiotiques pendant cette période critique augmente les risques des maladies auto-immunes. Donc, les maladies d'inflammation chronique intestinale, les types de problèmes atopie, les problèmes dermatologiques, les otites en répétition. Chez le chat, on voit exactement la même chose, souvent avec des problèmes respiratoires, mm. type asthme, qui est très, très connu. Et j'avais fait une petite recherche récemment parce que j'apprends ça sur le milieu vétérinaire animal, mais j'avais une amie qui a accouché et puis elle avait de strep et puis du coup elle m'a dit ah mais j'ai eu un antibiotique injecté intraveineuse 4 heures avant l'accouchement blablabla puis j'étais là mais quoi? Du coup je suis allée faire un petit peu de recherche et puis je découvre c'est exactement la même constatation chez l'être humain que chez nos animaux. Donc en fait euh, donner les antibiotiques pendant la première année de vie, c'est encore plus grave. Étant adulte avec une certaine flore déjà établie, si on est en bonne santé, Mm. OK. Mais c'est encore plus grave pour les petits et puis les séquelles sont importantes. Maladie à vie, atopie, avec tout ce qui va avec. Mm. Alors, j'ai eu le plaisir d'interviewer Michel Felrat, qui est un ancien vétérinaire qui est aujourd'hui à la retraite, donc qui était sur Neuchâtel, donc justement sur le microbiote. Et effectivement, alors il n'y a pas eu d'études faites sur le microbiote des animaux lors de la gestation, mais ça a été fait sur les humains et les femmes enceintes. Et donc, ces études ont démontré que le microbiote des enfants commence lors de la gestation et même peut-être même au moment de la conception. Donc, et en fait, on a supposé, donc Michel dit, il n'y a pas d'études, je ne peux pas le confirmer, mais on peut supposer que c'est pareil pour les chiens et les chats, en tout cas pour les mammifères de manière générale. Même s'il n'y a pas d'études sur les chiens là-dessus. Donc, moi, des fois, j'ai des collègues qui disent, bah, je vais faire reproduire mes femelles.
t'as une alimentation industrielle ultra transformée, pour pas citer de croquettes, mais c'est aux croquettes. Mais par contre, lorsqu'elle sera à la fin de la gestation, je vais passer sur du cru ou quelque chose comme ça, ou alors les chiots. Je vais les sevrer au cru par rapport à leur microbiote. Mais en Et fait, là, on a une étude, en fait. on- Là, il y a une étude qui nous a bien démontré que pendant la période de fin de gestation et puis au moment de sévrance et puis et pendant, je crois que c'était jusqu'aux premiers 6 mois ou 9 mois de vie, je me souviens pas trop, mais que ça réduisait les risques de ces maladies que je viens de citer qui étaient causées par la prise d'antibiotiques et dysbiotes. oui, ben oui, Logique. ouais. C'est comme pareil, on n'a pas l'obligation en France la primo-vaccination, mais quand on est éleveur, si on veut vendre les chiots, personne nous achètera les chiots si on l'a pas faite. Et donc, moi, souvent, j'incite à le faire le plus tardivement possible pour que bah, justement le chiot il sorte de l'immunité de la maman lorsqu'elle celle-ci l'allaite et qu'il puisse avoir le temps de développer son propre système immunitaire et donc démarrer la primo-vaccination longtemps après, puisque ce sera pas sans incidence quoi qu'il arrive. Mhm. Euh, mais c'est très compliqué. Et après, on se retrouve effectivement avec des chiots qui vont devenir des adultes, si c'est pas pendant leur croissance déjà avec des problématiques et des troubles gastro-intestinaux. Et puis, bah, des chiens adultes qui vont développer toutes sortes de troubles, puisque tout est quand même lié à l'alimentation et au microbiote, et pas uniquement chez l'humain. Et je voulais te poser une question, selon toi, donc du coup, vers quel âge le microbiote, donc il est formé chez le chiot, enfin chez le chiot adulte? De ma compréhension et ce que moi j'ai lu, c'est autour d'une année, donc les 12 mois. Et en fait, ce que je voulais quelque part ajouter à cette discussion, mais on peut parler une autre fois de vaccins, de stérilisation, castration et d'autres. Mais là, c'est certaines études, parce que je me pose toujours la question, mais pourquoi un animal a reçu les antibiotiques pendant la première année de vie? Et Oui. c'était une étude chez les chats, et c'était 98% suite à la castration-stérilisation. Donc 98%? Pardon, oui, exactement. 98% ont reçu les antibiotiques lors de la stérilisation et castration. Et je suis désolée, mais aujourd'hui, si on a un cabinet qui est organisé plus ou moins correctement, ou on a une pièce à côté qui serve comme bloc de salle de chirurgie, à part certaines exceptions, il y a un problème avec la sepsie, ça peut arriver, on est humain, il y a des accidents, mais il y a zéro raison d'administrer les antibiotiques systématiquement Mm, aux animaux lorsque ce genre de chirurgie qui est propre. mm. Donc, j'étais assez stupéfiée d'apprendre, parce que c'est pas le pratique que moi j'ai appris en Angleterre, c'est qu'on utilise encore les antibiotiques lorsque la stérilisation et castration. Et Alors, moi, c'est j'ai assez deux bloqué. exemples enfin, à te soumettre par rapport à la prise d'antibiotiques. Par exemple, alors dans le monde de l'élevage, quand on a des chiots, parfois ils font des fausses routes. Mhm, Et donc, bah, on est quand même tenté d'avoir recours aux antibiotiques pour sauver le chiot. mhm, Euh, Aujourd'hui, on sait de plus en plus que de toute façon, ce ne sera pas sans conséquence lorsqu'ils vont grandir. C'est-à-dire que oui, on va peut-être les sauver, mais à quel prix plus tard? Parce que les propriétaires risquent quand même d'avoir de drôles de factures de vétérinaires par la suite, mhm. suite aux conséquences, donc aux effets secondaires, et surtout au fait que à 2 ou 3 semaines, ils ont déjà pris des antibiotiques pour qu'on puisse leur sauver la vie. Oui. Est-ce que Donc, tu... on a besoin des antibiotiques à ce moment-là. C'est Ouais. important à dire. Si quelqu'un va chez le vétérinaire et dit non, 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 pas des antibiotiques, c'est important que la personne se rende compte qu'est-ce que c'est le risque réel de refuser Ouais. les antibiotiques. Ça, c'est Alors, la première ouais. chose. Alors souvent, les vétérinaires, en tout cas à cet âge-là, il y en a qui déconseillent. Ils préfèrent, mais c'est très dur pour un éleveur de dire on va laisser partir notre chiot, nos chiots. Donc, on va s'accrocher au fait que bah, les antibiotiques vont peut-être le sauver.
Oui, Et puis on verra plus tard ce qu'il adviendra. Mais c'est vrai que certains vétérinaires ne vont peut-être pas expliquer toutes les conséquences, mais vont dire bah, donner des antibiotiques aussi jeunes, c'est pas bien. Mais comme on n'a pas le reste de l'explication, on se dit oui, bah, c'est pas bien, mais bon, voilà, s'il grandit, etc. Physiquement, enfin, on voit rien, il perd pas une patte, il perd pas une oreille. oui, Mais peut-être que si on allait jusqu'au bout de l'explication en disant, bah voilà, quels sont les risques réels plus tard, euh, que vous allez avoir, puisque vous êtes aussi éleveur, donc c'est un chiot même si vous l'avez vendu. Enfin, moi en tout mhm, cas, moi ça reste quand même de ma responsabilité, quoi. Donc ça c'est un premier exemple. Et puis je vois aussi également souvent lorsqu'il y a des cystites. Et que l'humain fait pratiquer des tests pour voir s'il y a des germes dans la vessie et qu'il n'y en a pas, bah, il revient quand même avec des antibiotiques. Alors moi, je trouve ça, alors en prévention, mais si on n'a oui. pas, Oui. Alors, déjà, si on revient sur le chiot, le chaton qui a de recevoir les antibiotiques pour X ou Y raison, ce que moi je conseille aujourd'hui, c'est de faire une greffe fécale. C'est de donner en gros une type de probiotique, mais qui est vraiment complet, hum, d'un animal en bonne santé pour aider à le restaurer et de remettre les bonnes bactéries en place. C'est quelque chose qui se pratique de plus en plus. J'entends les collègues qui font, je suis toujours très contente, mais de nouveau, c'est quelque chose d'assez nouvelle. hum, C'est dans le cas de parvovirus, ça améliore par 50% le récit de sauver l'animal. Donc, ça vaut vraiment la peine de voir ce niveau-là. Mais après, c'est difficile par rapport des autres études qu'on n'a pas encore vis-à-vis de prise d'antibiotiques. Mais c'est ce que moi je conseille. J'ai eu le cas récemment en chiot. Heureusement, la dame, elle avait encore les capsules de caca, en gros, en stock chez elle. Donc, elle est en train de faire 2 semaines de greffe fécale pour son chiot qui a reçu les antibiotiques. hum, À savoir que lui, il a reçu les antibiotiques parce qu'il a fait 2 selles avec de sang. hum, Et puis, elle est allée en urgence chez un vétérinaire qui, voilà, a fait injection X, Y, ouais, etc. Euh, et ça, c'était aussi quelque chose, j'ai mentionné sur le post que tu as vu en ligne hum, sur Facebook, c'est qu'il y a 1% des cas aujourd'hui, selon les études des dernières années, qui justifiaient la prise ou la mise en place d'antibiothérapie lors de diarrhée. ouais, Et le conseil que je donne vis-à-vis de ça, c'est d'abord, l'animal doit être hospitalisé ou le chien, parce que je parle plus précisément des études sur le chien. hum, Le chien doit être hospitalisé et déjà, l'état de déshydratation doit être corrigé. Et hum, après, si on estime qu'on a besoin, bah là, à ce moment-là, on met les antibiotiques en place. hum, Alors, bien sûr, selon le diagnostic, si on a posé un certain diagnostic clair, bah, peut-être que ce n'est pas le cas. Je pense de nouveau à la leptospirose qui peut provoquer les diarrhées. Mais du coup, bah, dans la plupart des cas de diarrhée, donc 99% plus précisément, c'est contre-indiqué et absolument pas nécessaire au niveau clinique non plus de donner les antibiotiques aujourd'hui. hum. Faudrait peut-être plus privilégier les probiotiques, pré-probiotiques, peut-être à la place des Oui, antibiotiques. tout à fait. Plus Et donc, pour efficace. revenir sur la question de cystite, déjà chez le chat, la plupart des cystites sont stériles. Hum, Donc, de nouveau, donner les antibiotiques, ça va aider parce que ça enlève l'inflammation, le chaleur, parce que les antibiotiques sont forts. hum, Mais on va créer juste d'autres problèmes. Et chez le chat, il faut surtout regarder ce qui se passe ici, poser la question, ben, qu'est-ce qui a changé chez vous? Est-ce qu'il y a un nouveau chat? Est-ce que vous êtes au chômage? Ce que hum, moi j'ai dit aux clients, c'est que j'ai pas besoin de savoir, hum, mais est-ce qu'il y a un élément de stress qui peut directement avoir un impact sur hum, votre chat? Ou est-ce qu'il y a un élément de stress chez vous ou avec votre couple ou la hum, famille directe ou un décès ou une grossesse, même par moment, c'est assez pour que le chat soit assez stressé. Et donc, il faut plutôt traiter dans ce sens-là, c'est-à-dire psychologique pour le ouais, chat. Après, pour le chien, il y a plus de chances qu'il y ait un aspect bactérien, tout à fait. Donc, dans la réalité, bah, si on envoie un échantillon au labo, ça va prendre du temps d'avoir les résultats dans le sens identification claire d'antibiotiques et puis la sensibilité à quel antibiotique. Euh,
Donc, c'est pas toujours pratique quand on a un chien qui est en train de uriner de sang et qui réveille la personne la nuit parce qu'il doit absolument aller faire pipi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bah, à ce moment-là, bah, il faut réfléchir. Et puis, ce que moi, je vais faire, c'est que je fais un sédiment d'urine et puis je vais regarder est-ce que j'ai des signes de neutrophils qui sont actifs et la présence des bactéries, de quel type Mhm. euh, dans le microscope, sur le Mhm. microscope. Et puis, je vais baser ma décision sur ça. Et même là, ben, c'est parce que je pratique la médecine holistique, je donne aussi l'option à mes clients de choisir plutôt la phytothérapie à ce moment-là. Ouais, Mais sur la base que je le demande parce que je sors des normes, clairement, je sors des normes de la médecine vétérinaire. Je vois qu'il y a un cystite à cause des bactéries, bah, c'est les antibiotiques, c'est le standard. Et je dis sûr. clairement au client, c'est le consentement éclairé. Voilà, on a trouvé ça, ça c'est le traitement. Et puis souvent, moi j'ai une clientèle qui est quand même un peu plus avertie vis-à-vis des antibiotiques, puis il me dit, ouais, mais j'ai pas envie. Je dis, ben écoutez, on peut tenter autre chose. Il y a des phytothérapies, il y a des études sur certaines autres molécules, on va dire, qui peuvent traiter les cystites bactériennes, mais j'insiste qu'on fait des contrôles de urine plus souvent, parce que Ouais, si dans 2 jours, on n'a pas une amélioration de la situation clinique, il faut qu'on réfléchisse qu'est-ce qu'on va faire, parce que je ne ouais. vais pas donner ce traitement s'il y a un échec avec les alternatives. C'est Mhm. très important. Mhm. Très bien. Alors, je voulais aussi aborder avec toi, donc on parlait tout à l'heure du temps que l'on passe. Parce que ça prend du temps. Si vraiment on veut avoir le consentement éclairé, la profession en France et me semble en Suisse de vétérinaire souffre actuellement beaucoup depuis quelques années. Donc vous êtes souvent en sous-effectif. Dans les cliniques et c'est vraiment de manière généralisée. Donc depuis 2 ans, je suis ça de près et c'est vrai que c'est de plus en plus, hein, pas de jours de congé ou très peu. Pour prendre des vacances, c'est un casse-tête chinois. Et puis récemment, j'ai appris le suicide d'une jeune vétérinaire donc sur les réseaux qui m'a profondément interpellée parce que je me suis dit, mon Dieu, à 24 ans, comment, de par le poids, la pression de son travail, même si je suis persuadée qu'il y avait aussi autre chose derrière, parce que tout est lié, mais je veux dire, son ras-le-bol et sa pression visiblement étaient déjà quand même communiqués et connus de son entourage. Donc elle a fini par se donner la mort parce qu'elle n'en pouvait plus. Je me dis, mais comment peut-on en arriver là? Alors, je sais que, voilà, enfin, le but, c'est pas de condamner les vétérinaires parce que vous êtes face quand même à des personnes qui sont dans l'émotionnel en permanence parce que c'est rare qu'on vienne chez son vétérinaire alors que l'animal, il a rien. Euh, toute la journée, vous subissez quand même les émotions que nous, on va projeter, que nous, on va exprimer, qui sont pas toujours faciles non plus. Vous gérez également les décès. De devoir proposer un acte de compassion parfois parce qu'on n'a pas le choix. Donc tout ça, vous le vivez et vous le prenez, vous prenez toutes les émotions de plein fouet, les consultations qui s'enchaînent, les urgences, les imprévus, etc. Voilà, donc pour arriver un petit peu à la fin de cette interview, je voulais ton avis sur ça, sur cet acte dramatique et sur le fait qu'effectivement, votre profession est une des professions qui connaît un taux fulgurant de suicide. Ça aussi, ça m'a choqué. Oui, tout à fait. Alors, c'est un sujet beaucoup plus noir que Oui, ce qu'on vient de discuter, mais c'est un problème dans notre profession qui est connu depuis malheureusement des années. Et d'accord. on voit qu'il y a de moins en moins, les premiers 5 ans de pratique, il y a de moins en moins de vétérinaires qui restent dans la pratique parce qu'ils découvrent que, en fait, pour telle et telle raison, c'est juste pas fait pour eux, malgré les 5 plus ans d'études qu'ils ont effectivement fait pour arriver avec le droit de pratique. C'est vrai qu'il y a pas mal de pression. Euh,
on a peur de faire mal, on n'est pas toujours toutes les réponses. On a quelqu'un qui vient avec un problème et puis il faut on diagnostique quelque chose ou on fait une liste de différentiels assez rapidement, qu'on décide ben, quel test on va faire ou pas faire, et combien ça va coûter de nouveau. C'est un sujet qui est compliqué à gérer. Je reviens à ça, mais c'est délicat, hein. Mm. Il faut par moment prendre une décision rapidement ou plus ou moins rapidement. Il y a tous les médicaments qui ont des effets secondaires. Comment gérer tout ça, la polypharmacie, la pression, il y a un collègue qui est en burn-out parce que la pression de métier a accumulé tel que, et puis du coup, ça laisse les autres avec une suppression aussi. Euh, c'est assez compliqué. Et puis, le message que moi j'aimerais donner, c'est soyez gentil avec votre vétérinaire parce que on passe d'une euthanasie dans une salle de consultation et puis on arrive dans une autre pièce avec un chiot et c'est que de bonheur. Et puis derrière, il y a un chat diabète non contrôlé qui essaie de mourir désespérément, on essaie désespérément de sauver et de stabiliser. Et puis c'est compliqué par moment de vivre tout ça. Et malheureusement, on est aussi les personnes qui ont une certaine capacité intellectuelle, sinon on n'aurait pas pu rentrer à l'école vétérinaire pour commencer. Les concours ou les difficultés d'avoir les places à l'école vétérinaire, ça nous met une certaine pression tout de suite. Donc il n'y a que les personnes très déterminées qui vont même commencer les études vétérinaires. On a tendance d'être très têtu. Euh, on a tendance d'être perfectionniste. Mhm. On a tendance d'être les personnes avec pas mal d'empathie aussi. C'est pas pour rien qu'on veut soigner le petit chiot. Et tout ça, ça fait il y a beaucoup de pression que nous, on met sur nous-mêmes aussi, pas seulement par rapport des conditions de travail ou les pressions de métier en soi. Mm. Donc, euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi chez certains, surtout quand on démarre aussi, le syndrome du sauveur? Oui, et aussi c'est quoi le mot qu'on a peur de ne pas savoir en fait, le syndrome d'imposteur. Ouais. Ça, c'est très très connu. Même moi, que j'ai des années d'expérience, je parle avec mes collègues, pareil, on ne connaît pas tout. On ne peut pas connaître tout, c'est Mm. juste impossible. Mais on veut toujours donner tout à notre patient et puis sa personne qui vient avec. Et on a nos propres limites dans le sens expérience, compréhension, capacité émotionnelle aussi. Il y a bien sûr les jours je rentre de boulot et puis je pleure. J'ai certains cas que j'ai accompagnés pendant des années que je finis par euthanasier. Puis c'est la bonne option pour eux. C'est un soulagement, c'est un traitement qui est tout à fait adapté. Mm. Mais c'est très difficile. Je viens proche avec mes clients, certains qui viennent amis aussi. Et tout ça, c'est une pression. Puis il faut, comme on a dit au départ aussi, trouver un équilibre de vie qui nous Oui. permet de débarrasser de ça et d'éteindre le cerveau. Puis je dis souvent à mon chéri, t'as trouvé le bouton parce que c'est pas toujours facile à la fin de Ouais. journée. Parce que, ah, mais il y a ce cas ce matin, j'aurais pu faire, oh, j'ai une idée qui vient ah, ben il faut que je l'appelle demain. Et puis demain, la journée passe comme ça. Mm. On passe à côté. Donc, c'est compliqué par moment. Ouais. Pourtant, on Compliqué. pourrait croire que non, hein, parce que très souvent, l'image que l'on a, souvent, hein, c'est bah, j'aurais dû faire vétérinaire par rapport, parce qu'on s'imagine que bah, le vétérinaire, vu qu'il enchaîne les consultations, il gagne énormément d'argent sur le dos des animaux. Et puis finalement, bah, ce triste événement, et bien sûr, on, on présente toutes nos condoléances à sa famille, à ses proches. Euh, Enfin, ça fait quand même réfléchir. 24 ans, c'est un peu trop jeune pour mourir et encore, je dirais pire pour se donner la mort par rapport à une pression au travail parce que c'est un acte désespéré. 24 ans, on pourrait se dire, on peut changer de voie, on peut tenter une reconversion. Euh, et après, il y en a qui se disent aussi vétérinaires, c'est génial, tous les jours on voit des animaux, on les touche, etc. Je pense qu'on n'a pas la notion aussi de la pression que vous vous mettez, que vous subissez.
de cette partie émotionnelle, parce qu'il faut que ça ait toujours impeccable d'une consultation à l'autre, ne rien laisser filtrer. Donc effectivement, ça doit pas être évident tous les jours, surtout quand en plus on travaille en clinique, c'est-à-dire qu'on travaille pour quelqu'un, qu'on a des horaires, qu'on a des obligations. Et qu'on voit défiler beaucoup de monde, d'animaux, des personnes tristes, des personnes contentes. Euh, donc c'est vraiment tragique hein, ce qui se passe actuellement dans votre activité aussi. Et on est des bons acteurs et actrices. Mais oui, je pense qu'il faut avoir cette capacité-là Ouais. Oui, également. on Euh, n'a pas de choix, mais ça doit sortir quelque part. Et puis, ouais. quand on débute, en plus, on n'a pas forcément développé une manière de se débarrasser de nos Mm, journées aussi, donc ça le rend plus compliqué. Mais il y a aussi les personnes plus longues dans la carrière qui décident de partir, qui décident ouais. qu'ils aussi. Mais ça revient quelque part, à part les pressions, ça fait partie de ce que nous, les vétérinaires, on doit gérer, mais tout est beaucoup dans la communication, tout Mm, est beaucoup dans la confiance et la relation de confiance qu'on a avec notre vétérinaire. mm, Puis si on ne peut pas avoir une discussion ouverte, OK, mais pourquoi vous me proposez les antibiotiques aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est les risques? Qu'est-ce que c'est les conséquences si je ne le donne pas? Si on mm, ne peut pas avoir ce discours, bah, il y a un problème quand même dans la relation entre ce vétérinaire et cette personne, son client. mhm. Il faut chercher quelqu'un d'autre. Alors, je suis consciente que c'est pas toujours simple, surtout si on vit dans un village loin de tout et puis il n'y a qu'un Solvato qui est déjà à 30 minutes Ouais. de route et puis le prochain c'est à 2 heures. Mais il faut trouver une manière, comme dans la société, quelque part, la problématique d'être humain, c'est de respecter un et l'autre, de pouvoir communiquer, de comprendre, OK, bah, je suis émotionnelle à ce sujet, de peut-être appeler derrière, parce que pour nous, c'est sympa par moment, on a quelqu'un de difficile devant nous. On peut comprendre pourquoi c'est difficile, parce que l'animal n'est pas bien. C'est très émotionnel. Et puis, par moment, la personne qui appelle derrière ou qui nous envoie un petit mot pour dire désolé, j'étais désagréable, ou, ça compte beaucoup pour nous parce que nous, on est Bienveillance, ouais. très consommé par tout ce qui est négative et puis par moment, on oublie le positif. Moi, j'essaie de toujours le voir, l'aspect yin-yang, de trouver Oui. le tai chi chez moi. Euh, mais c'est pas toujours évident, surtout qu'on est confronté à ces situations Mm, souvent. Mais oui, la relation de confiance, de pouvoir échanger, de pouvoir dire, mais voilà, moi je suis intéressée, j'aimerais savoir. Moi, je donne souvent les devoirs à mes clients aussi. La question de vaccin contre la leptospirose, c'est un bon exemple où on ne va pas discuter, mais je l'ai dit, mais écoutez, on n'a pas besoin de décider maintenant, aujourd'hui. mm. Allez faire les devoirs, il y a des articles que vous trouvez sur mon site, il y a aussi certaines références. Regardez les risques de cette maladie, les bénéfices de ce vaccin, les risques de ce vaccin, et puis prenez votre propre décision parce que c'est pas mon rôle de vous dire. C'est un vaccin. Bon, maintenant c'est devenu entre guillemets un vaccin de base fondamental qui est censé faire pour tout le monde. C'était pas le cas avant l'année passée. Mm. Mais c'est pas à moi de décider. Si vous allez décider X ou Y pour votre animal. Oui, tout à fait. Voilà, on boucle la boucle. C'est ça le consentement éclairé, c'est de pouvoir expliquer les raisons pourquoi il faudrait le faire, mais aussi les conséquences que ça peut générer derrière, et puis laisser le choix à la personne de faire par rapport à à ses croyances, à son budget, à ses peurs. Euh, c'est vraiment très important de se dire voilà, nous sommes nous entre guillemets les propriétaires, gardiens, enfin moi j'appelle ça humains de nos animaux, des animaux qui ont choisi de rentrer dans notre vie. Euh, je pense qu'effectivement, prendre conseil auprès de son vétérinaire est très important puisqu'il a fait des études pour ça. Donc, on ne sait pas plus que lui. Mais par contre, la décision nous revient à partir du moment, effectivement, qu'on nous a expliqué un petit peu les tenants, les aboutissants, même si on ne peut pas tout nous expliquer, mais les choses les plus importantes pour qu'on puisse être en accord aussi avec notre décision. Et pour rebondir sur ce qu'on disait juste avant,
je pense que ça pourrait désamorcer beaucoup de mauvaises situations, dans le sens où si le vétérinaire n'explique pas les fondamentaux et que on vient à perdre notre animal, ben on va le tenir pour responsable. Oui, Et ça va rajouter du mal-être et de la pression au mal-être. Alors que si effectivement on prend le temps en tant que vétérinaire de poser les choses, en tout cas d'aller à l'essentiel pour que la personne, elle, est la responsabiliser aussi, parce que c'est vous, madame, c'est vous, monsieur, qui allez prendre la décision. Elle ne me revient pas, je vous explique, mais c'est vous qui allez décider en votre âme et conscience, c'est pas se décharger. Enfin, encore une fois, si on n'est pas dans quelque chose d'urgence vitale, voilà, bien sûr. Mais ça a aussi un lien, c'est-à-dire que ne pas prendre le temps de le faire en tant que vétérinaire, eh ben, on peut avoir un retour de bâton, mais vraiment très mauvais parce que la personne va, il y en a même qui vont jusqu'à porter plainte, à faire des procès, etc. oui. Bah parce que du coup, le vétérinaire, en croyant bien faire, bah, va prendre la décision à la place de la personne. Tout à fait. Et puis moi, je dis souvent, alors c'est une discussion à évoquer plus par rapport d'une potentielle fin de vie, mais Mm, pas seulement. Euh, c'est qu'il faut que la personne soit d'accord au fond de cœur et au niveau intellect. mm, Et on ne prend pas juste la décision émotionnelle oui, et on ne prend pas juste la décision parce qu'il y a une étude qui est sortie il y a 6 mois qui dit oui, X. On doit prendre en compte, bah, en fait, l'holistique, le tout. oui, Parce que oui, sinon, il faut que la personne est capable d'assumer sa décision. oui, Si je ne vaccine pas contre la leptospirose et mon animal meurt à cause de leptospirose, mm, c'est ma décision, mm, je dois pouvoir l'assumer. tout à fait. Si je décide de vacciner mon animal contre la leptospirose et il attrape quand même la leptospirose, Mm. est-ce que le vaccin a vraiment changé quelque chose? Maintenant, on sait que c'est un peu le cas avec ce vaccin, mais les symptômes cliniques, c'est vraiment important, a priori. Euh, mais il faut que je sois OK aussi si mon animal fait une réaction au vaccin contre la leptospirose, parce que c'est le vaccin qu'on voit le plus de réactions. Donc, Oui. euh, il faut que... Notamment la molécule, la nouvelle, la L4, hein, très clairement, puisque sur la L3, L2, on n'est pas sur les mêmes molécules. La lepto aujourd'hui, très clairement, la L4, moi, en tant qu'éleveuse, je ne le fais pas à mes chiots. Et quand j'ai des familles qui me demandent, je demande une décharge parce que je ne veux pas. Voilà, c'est mon consentement et ma décision éclairée. Moi, je ne veux pas être responsable de ça. Et donc après, bah, les familles, elles le veulent, je le fais, mais je fais signer une décharge. Ou alors, bah, quand ils font des rappels et qu'ils veulent absolument, parce qu'ils ont déjà perdu d'autres animaux à cause de la leptose, que je peux comprendre, je leur demande, enfin en tout cas, je leur conseille de ne pas partir sur l'L4, de partir sur L3, sur l'L2. Alors, ils ont souvent des barrières. J'ai souvent des retours en disant, moi, mon vétérinaire, il dit qu'il a pas, il peut pas commander parce qu'il y a une question aussi de quantité quand il commande, etc. Donc, il va pas commander juste pour moi et je vais pas changer de vétérinaire parce qu'on va bien, vous avez bien trouvé des vétérinaires qui vont le faire. Donc, il y en a qui le font, qui commandent le L3. Ou même le L2, j'ai déjà entendu. Mais il y a aussi des vétérinaires qui disent, bah non, bah si vous voulez pas, je ne suis pas votre chien, il peut pas être suivi chez moi. Et moi, je trouve ça scandaleux parce que ça arrive souvent. Et j'ai même entendu, si vous voulez pas que votre animal il attrape, je ne le soignerai pas. Et ça, par contre, c'est interdit. C'est de la non-assistance à l'animal en danger. Et on ne peut pas tenir ce genre de propos. En tout cas, ils sont tenus, c'est comme ça. Alors, moi, de toute façon, on va pas se battre parce que je pense qu'on a de l'énergie à mettre ailleurs, mais on peut parfaitement changer de vétérinaire. Et peut-être que c'est le signe qu'il faut qu'on change de vétérinaire et qu'on va trouver un cabinet ou un vétérinaire beaucoup plus en harmonie avec nos croyances et ce que l'on recherche également pour l'animal. Parce que même s'il y a une pénurie aujourd'hui, mais il y a quand même quand on est dans des grandes villes, beaucoup de vétérinaires. Donc, n'hésitons pas à changer ou prendre d'autres avis parce qu'on va finir par trouver celui qui nous correspond et qui comprend un petit peu notre raisonnement. Mais c'est vrai que moi, personnellement, j'en fais pas à mes animaux. Je déconseille de le faire, le L4. Mais pour moi, l'alternative, c'est pour ceux qui veulent le faire, c'est les molécules d'avant, la L3 ou la L2.
Qui est moins en moins disponible aussi, malheureusement. Tout à fait, qui est de moins en moins disponible et on va arriver à un moment où elles seront plus du tout disponibles d'ailleurs. Ça, Ça vient de passer comme ça en Angleterre, et puis à mes connaissances, nous, on n'a pas en Suisse. ouais. Donc voilà. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Alors, j'ai bien retenu tout à l'heure qu'on pouvait prévoir un échange sur les vaccins, la stérilisation, la castration. Moi, je dis oui parce que ça m'intéresse, ça me parle et j'ai envie. Justement d'avoir ton point de vue là-dessus, ton expertise, ton expérience. Donc, je te propose qu'on fasse ça pour la rentrée, selon bah, ton planning, bien sûr, parce qu'encore une fois, je ne sais pas comment tu as trouvé le temps de me dire oui et de pouvoir être présente. Et encore une fois, je te remercie énormément. Alors, je voulais encore rappeler que tu as mis en place un blog justement pour informer tous ceux qui se posent des questions sur différents sujets liés à la médecine vétérinaire, donc intégrative, holistique, mais aussi allopathique, parce que tu n'as pas le temps justement de passer ton temps au téléphone, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais par contre, tu es bien généreuse parce que tu informes beaucoup sur les réseaux, le blog. Aujourd'hui, tu as mis en place avec Nelly des lives mensuels pour parler de la santé des animaux. Je trouve ça vraiment génial. Nelly est aussi une personne qui est très connue, une tenue à te remercier. J'espère que bah, les personnes, notre communauté en tout cas, et toutes les nouvelles personnes qui vont regarder cette interview sur la chaîne de l'ESNA auront à cœur de la partager, de la faire voyager pour faire connaître ton point de vue sur ces thématiques-là au plus grand nombre. Voilà, si tu as un petit mot de la fin, bah, je te laisse le dire. Merci. Bah, effectivement, pour les vaccins et castration, stérilisation, on a déjà quelques articles sur le blog, donc Mm. davictoria.vet. J'ai essayé au fur et à mesure de publier plus et j'aimerais aussi faire les vidéos, mais c'est une question de temps, comme tu as remarqué, c'est un peu serré par moment. Mais en tout cas, c'est avec plaisir que je partage. Si quelqu'un a une petite question vis-à-vis de vaccins ou qu'est-ce que je dois faire ou je suis confrontée à cette situation-là et puis aimerait l'avis d'un vétérinaire plus holistique, bah, j'ai aussi une possibilité de réserver les consultations en ligne. Alors, bien sûr, je ne peux pas prescrire les antibiotiques lorsqu'une consultation à distance, mais D'accord. on peut tout à fait discuter. Et puis, selon le service choisi, bah, je peux aussi fournir un rapport que vous pouvez discuter avec votre vétérinaire à côté. Donc, j'essaie de mettre les choses à disposition pour aider le grand public, les humains des animaux comme tu dis, et ouais, essayer de rendre service à tout le monde, mais aussi, moi, je ne peux pas voir tout le monde dans mon cabinet Yvedon, donc j'espère que ça peut m'aider de transférer un message et puis d'aider d'une manière plus large. C'est mon but aujourd'hui. Alors, j'espère en tout cas, lorsque je reviendrai en Suisse, donc au siège de l'ESNA, j'espère que tu seras disponible et sur Yvernon, je passerai te faire un petit coucou avec grand plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cette interview. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à la regarder que j'ai, moi, pris plaisir à la réaliser avec Victoria, donc Dr Victoria Hunt. Merci Victoria, à très bientôt sur la chaîne de l'ESNA. Merci.